Aujourd'hui, le thème de cette conférence, de cet atelier, c'est comment Merci Andy maintient une croissance forte et ouvre de nouveaux marchés grâce au Revenue-Based Financing. Donc si vous ne connaissez pas le Revenue-Based Financing, aucun problème, on va rentrer dedans et on va pouvoir voir comment ça fonctionne. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'être accompagné par Louis Marty, que vous connaissez déjà tous, qui est CEO et cofondateur de la marque Merci Andy. Donc on peut l'applaudir, s'il vous plaît. Merci pour l'invitation. Pour me présenter, donc moi je suis Florian Caille, donc je suis responsable des financements sur la partie e-commerce chez Silver. Je vais faire un rapide tour, un petit résumé de ce qu'on fait chez Silver. Aujourd'hui, Silver, c'est une activité qui a un peu plus de 2 ans. On finance des entrepreneurs du digital. On a d'ailleurs déployé plus de 100 millions d'euros aujourd'hui pour financer plusieurs centaines d'entrepreneurs en Europe. Donc on finance essentiellement les entrepreneurs en France aujourd'hui. On se déploie aussi en Allemagne. On est d'ailleurs donc leader européen du RBF maintenant en Europe. Ce qu'on fait de manière assez simple, c'est qu'on va proposer un financement avec la promesse de le faire en 24 heures, donc de manière très rapide. On va octroyer ce financement de manière non dilutive, c'est-à-dire qu'on ne va pas venir prendre de capital au sein de la société et on va faire une prédiction du chiffre d'affaires sur lequel, notamment sur le modèle e-commerce, on va venir se rembourser dessus. Qu'est-ce qu'on finance? On finance des entrepreneurs du digital. Plus spécialement, on va s'intéresser aux e-commerçants, on va s'intéresser aux applications mobiles, mais aussi aux plateformes SaaS qui vendent des abonnements avec des revenus qui sont donc récurrents. Pourquoi ces acteurs-là? Ces acteurs-là, ils ont tous un point commun. Ils ont le point commun en fait de porter une partie de leur activité online, c'est-à-dire qu'ils vont faire donc du chiffre d'affaires online, ils vont faire des dépenses online. Typiquement, un e-commerçant, il va pouvoir par exemple enregistrer son chiffre d'affaires sur Shopify ou PrestaShop. C'est un exemple. Nous, qu'est-ce qu'on va chercher à faire derrière ça? On va venir donc se connecter à son stack technologique pour récupérer de la donnée. On va venir évaluer son activité en évaluant cette donnée afin de lui proposer donc un financement en 24 heures. De la même partie que sur l'analyse business, sur un côté plutôt financier, on vient aussi se connecter donc au compte bancaire via la technologie de l'open banking pour réaliser une analyse financière. Aujourd'hui, Silver, de manière assez simple, c'est donc une nouvelle solution de financement qui est disponible pour ces entrepreneurs du digital, qui peut aussi venir compléter des solutions de financement plutôt classiques, comme de la dette bancaire ou de la levée de fonds, typiquement. En l'occurrence, aujourd'hui, on est très fiers de pouvoir travailler avec la marque Merci Andy. J'en ai déjà un petit peu trop dit sur Silver. Je vais tout de suite laisser le micro à Louis sur cette partie-là, qui va pouvoir nous expliquer comment transformer l'ordinaire en extraordinaire. Merci pour l'intro. Du coup, j'ai été invité par Silver parce qu'on est client depuis... ils nous ont financé depuis quelques mois maintenant et on va refaire des financements, donc l'histoire est belle. Donc moi, j'ai créé Merci Andy à 2014, 8 ans, ça commence à faire beaucoup. Qui connaît Merci Andy? Je vais poser cette question. Ok, on a encore un peu de travail de notoriété, mais c'est bien. On est une marque de beauté et d'hygiène. Moi, c'est mon premier job, j'ai rien fait avant. Un stage chez Nina Ricci, on a mis 6 mois à lancer un compte Instagram et je me suis dit, j'ai envie de changer l'industrie. On a envie d'aller beaucoup plus vite. J'ai identifié un produit que j'utilisais beaucoup parce que ma mère était une grande maniaque, qui était le gel hydroalcoolique, et je me suis dit j'ai envie de le transformer, le rendre sexy, le rendre fun et évidemment bien meilleur en termes de composition. Pendant 4 ans, on a transformé ce produit phare qui était le gel hydroalcoolique, on l'a transformé en un produit cosmétique. On était le premier gel chez Sephora en Europe, aux États-Unis et dans d'autres marchés. Et puis petit à petit, on a agrandi notre gamme pour aujourd'hui devenir une marque de skincare et de personal care, donc soins du visage et de la peau, sur une catégorie très jeune. On vise la Gen Z, on l'assume complètement. C'est très coloré, beaucoup d'arc-en-ciel dans notre communication. On est très TikTok, on est la 3e marque de beauté sur TikTok au monde. Donc voilà, on fait beaucoup en social media. Et voilà, ça c'est la partie super sexy de l'iceberg de Merci Andy. La difficulté de notre métier, et on va en parler, c'est le BFR, c'est le cash évidemment, c'est les conditions. On fait beaucoup de wholesale, donc beaucoup de retail avec des partenaires comme Sephora, Monoprix, Nocibé, le groupe Douglas en France, en Europe, mais aussi aux États-Unis où les conditions sont encore bien plus dures. Donc voilà, moi en tant qu'entrepreneur, j'ai besoin de trouver des solutions de capital. On a fait des levées de fonds dans notre histoire, de la dette bancaire aussi, de la subvention aussi. Et il y a un moment où ça ne suffisait plus pour pouvoir grandir et financer tout ce qu'on avait à financer. Et c'est là que l'histoire avec Silver a commencé.
très rapidement notre business model pour que vous ayez un contexte. Nous, on détient 100% de nos formules. On les imagine à Paris, dans nos bureaux, dans nos locaux. On n'a pas d'usine, on travaille avec des fabricants. La question se pourrait se poser, mais on fait beaucoup de textures différentes. On fait des choses qui sont très liquides, des choses qui sont en texture crème, en gelée, en solide. Donc en fait, il nous faudrait une usine énorme et avec beaucoup de technologies différentes. Donc on travaille avec différents fabricants. On stocke ces produits-là. On a un entrepôt en France et un dans le New Jersey aux États-Unis. Et ensuite, on ship, soit on envoie, pardon pour les anglicismes, mais je pense qu'au Paris Retail Week, c'est OK de faire des anglicismes. Mais voilà, on envoie directement à nos clients, soit chez eux, dans une box avec tous nos produits, soit des palettes entières, donc chez Monoprix, Sephora et d'autres partenaires. Hyper clair, Louis, merci pour la présentation et l'anecdote, effectivement, sur ta maman qui est assez maniaque, j'ai cru comprendre, ouais, c'est ça. Donc c'est pour ça que vous avez lancé le gel hydroalcoolique. Bah oui. Okay. Honnêtement, moi, c'est chambre très bien rangée, bureau propre, gel main propre et compagnie, donc tout va bien. Mais c'est hyper important, effectivement, pour un entrepreneur d'être assez organisé pour développer son activité. Moi, je vous propose tout de suite qu'on rentre un petit peu dans le cœur du sujet, hein, sur la partie croissance. C'est un petit peu le mot-clé qui nous intéresse aujourd'hui. Nous, chez Silver, alors vous le savez, on récupère pas mal de données, on vient analyser les performances de nos e-commerçants. Et dans les best practices qu'on peut remarquer, il y en a une qui ressort assez souvent, c'est qu'aujourd'hui, un e-commerçant qui s'entoure bien, c'est aussi un e-commerçant qui réussit. Et là-dedans, il y a pas mal de choses qui vont jouer un rôle assez important. Dans un premier temps, on vient remarquer que typiquement, nos e-commerçants ils vont s'équiper du bon stack technologique, c'est-à-dire qu'ils vont choisir le bon CMS, le bon PSP, les bonnes régies publicitaires ou démarrer et faire de la pub au démarrage pour fonctionner. D'un autre côté, ils vont aussi s'entourer des meilleurs partenaires sur des problématiques clés de l'e-commerce, du type le marketing online, la distribution, la communication. Et ça, d'ailleurs, comment est-ce qu'on peut le voir, d'ailleurs, je vous le dis. Nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vient évaluer la performance de nos e-commerçants et on regarde souvent on remarque souvent que notre top tiers e-commerçants, ils utilisent souvent les mêmes réseaux de partenaires. Donc, on a des partenaires aujourd'hui qu'on sait identifier qui ont un rendement plus intéressant que d'autres, qu'on va mettre en relation avec le reste de notre portefeuille. On a beaucoup parlé des grandes problématiques des e-commerçants. On parle peu souvent des partenaires sur la partie financement, justement. Aujourd'hui, quand tu vends en ligne, en fait, tu as souvent deux grandes options de financement accessibles. La première, c'est la dette bancaire. La deuxième, c'est la levée de fonds. C'est deux solutions de financement qui sont très intéressantes pour un timing précis de l'activité. Ça, c'est indéniable. Mais elles peuvent être un petit peu complexes, un petit peu lentes à actionner. Et ça nous pose un problème. Nous, aujourd'hui, chez Silver, on vient évidemment apporter une solution de financement pour accélérer la croissance, c'est-à-dire financer des coûts tels que l'achat de stock, les dépenses marketing. Mais grâce à notre financement suffisamment rapide, on vient aussi dégager du temps pour l'entrepreneur. Et ça, aujourd'hui, on pense que c'est primordial que l'entrepreneur il puisse consacrer une partie de son temps à l'essentiel, c'est-à-dire développer son activité. Sur ce sujet-là, justement, moi j'avais pas mal de questions au niveau des partenaires, Louis. Quels sont les partenaires avec qui tu travailles? Comment est-ce que tu t'entoures justement aujourd'hui? Les partenaires financiers ou tous? Tous. Ok. Alors tu parles de stack. Déjà, moi je suis un peu un faux geek, dans le sens où je regarde vraiment les meilleurs outils, mais je ne vais pas aller voir dedans en profondeur tout ce qui fonctionne. Maintenant, nous, je pense qu'on était le 12e marchand Shopify en France. On a été un des premiers à se lancer sur TikTok parce que moi j'aime le risque. Donc quand il y a un nouvel outil, Notion c'est pareil, ça fait 1 an et demi qu'on est dessus maintenant. Donc voilà, tous ces outils-là, comme tu dis, et c'est vrai qu'on se rend compte que tous les e-commerçants, on commence à avoir tous le même stack. Gorgias, Klaviyo, évidemment Shopify, Stripe ou leurs concurrents en tout cas, mais en tout cas le marché il est assez restreint et on commence à avoir un écosystème qui se consolide énormément. Ça, c'est sur la partie vraiment e-commerce. Sur la partie financière, nos partenaires, au départ, moi, on a eu de la chance, on a fait du chiffre d'affaires. J'ai investi 3 000 € dans la boîte. Mon associé, pareil. Et avec ces 6 000 €, on a réussi à faire 150 000 € de chiffre d'affaires. Comment? En se tapant dans la main avec un industriel qui nous a offert des conditions de paiement incroyables, voire exceptionnelles. Aujourd'hui,
Et c'était des petits volumes. On a réussi à faire 150 000 euros de chiffre d'affaires. On ne se payait pas. Moi, je vivais chez ma mère et Roland il livrait des sushis. C'est chez Sushi Shop, pardon. C'est difficile à prononcer. Mais voilà, ça nous permettait de vivre. Et avec ces 150 000 euros de chiffre d'affaires, une marge correcte, on a eu d'abord notre histoire financière. C'était un premier emprunt bancaire qu'on a remboursé la semaine dernière, la dernière mensualité. C'est quand même incroyable. Mais c'était assez gros, qui était en partie garanti par l'État, subventionné par l'État via le dispositif PMUP de mémoire. Voilà, on s'est développé comme ça, on a monté la boîte à 1 million d'euros de chiffre d'affaires. Ensuite, on a décidé de lever des fonds. On a levé beaucoup par rapport à notre chiffre d'affaires. Il y avait une partie pour le stock. Je pense qu'à l'époque, ces modèles n'existaient pas ou c'était très peu connu, en tout cas en France. Il y avait une partie pour le stock, une partie pour le people évidemment et une partie pour le marketing, avec une grosse volonté d'ouvrir l'international. Aujourd'hui, l'international, c'est à peu près 40% de notre vente. Au moment de la levée de fonds, c'était zéro. Donc, on se développe, c'est 3 millions d'euros de chiffre d'affaires. Et à un moment, on se dit on a besoin de plus et de trouver de nouveaux modèles de financement pour continuer à accroître. Entre-temps, l'économie a beaucoup changé. Évidemment, j'ai parlé de gel hydroalcoolique, vous allez me dire le Covid. Le Covid, ça évidemment, ça nous a fait booster à un moment, évidemment. Et ça a été de février 2020 à septembre 2020, je pense que toute l'équipe a très très peu dormi et a beaucoup travaillé pour délivrer tant sur la partie B2C que sur la partie B2B parce qu'on avait énormément de demandes. On est devenu le partenaire d'Air France. On leur a créé un gel spécifique avec toutes les conditions pour une norme aérienne. Donc voilà, on a eu beaucoup de travail en 2020. Maintenant, il y a eu des effets néfastes. Le prix de l'alcool, il a augmenté. Le marché, il a explosé. Il y a énormément de fabricants quand il y en avait avant, il y en avait très peu. Donc il y a eu des effets, on va dire, plus compliqués post-Covid, mais qu'on arrive très bien à gérer. Et aujourd'hui, avec l'international qui prend une grosse partie de notre chiffre d'affaires, on a décidé vraiment pour nous sur la partie stock, les conditions de paiement aujourd'hui des industriels, elles se sont vraiment durcies. Beaucoup vous demandent des acomptes, beaucoup ont fermé. Moi, j'expliquais à Florian encore il n'y a pas longtemps que notre cartonnier, on faisait... je crois qu'on a acheté 250 000 euros de carton par an, donc ça allait de la boîte e-commerce au pack de Noël, au kit. Il a mis la clé sous la porte parce que Estée Lauder a décidé de plus bosser avec lui et ça faisait 70% de son chiffre. Donc voilà, et ça c'est une histoire parmi tant d'autres. Donc vous êtes nouveau post-Covid, vous allez voir des nouveaux fabricants, même si vous appelez Merci Andy, on n'est pas encore L'Oréal. Donc voilà, ils vont vous dire 50% à la commande sur les 3 premières commandes. Donc tout ça, dans là où nos clients veulent évidemment payer de plus en plus tard. Sephora, Monoprix, tous ces gens-là, voilà, la norme c'était du 30 jours. Aujourd'hui, j'accompagne moi quelques nouvelles boîtes qui se lancent en wholesale et la norme qui est demandée c'est plus du 60 jours. Donc on est vraiment, les conditions se tendent. Et c'est comme ça que j'ai pris contact avec Silver pour continuer dans notre business model à pouvoir croître, faire des choses, lancer des nouveaux produits, tester des nouveaux produits aussi et évidemment des nouveaux marchés. Hyper clair, merci pour cette réponse. Alors j'ai évidemment plein de questions. Aujourd'hui, le RBF, toi, comment tu l'as vraiment utilisé? Quel coût tu as financé avec le RBF? On a financé, beaucoup pour Noël. Noël, c'est le pire moment pour une boîte dans la beauté parce que nous, on est en train de livrer Noël ici en ce moment, par exemple. Même on a déjà commencé depuis début septembre, mais on a fait une grande majorité de nos achats à partir de mai. On a fait des bons de commande en mars-avril. Donc là, il y a les premiers acomptes qui sont nécessaires. On est livré en août. Là, ça, c'est les produits, on va dire, c'est les premiers produits. Mais nous, si vous allez dans un Sephora à Noël, les produits ils sont reconditionnés. Ils sont dans des cartons. Je vous donne l'exemple du calendrier de l'Avent, c'est le pire produit. Nous, c'est un hit chez nous. Ça marche très, très bien. Il y a 24 produits. On ne fait pas d'échantillons. On ne met pas de stickers à l'intérieur. C'est des vrais produits. C'est 24 produits. On a une quinzaine de fournisseurs différents, on a un cartonnier, on a quelqu'un qui vient mettre les 24 produits à l'intérieur, refermer et tout ça après envoyer. Si on regarde un peu ce modèle du calendrier de l'Avent, aujourd'hui, j'en ai pas vendu un, parce que c'est encore un petit peu tôt, mais j'ai payé à peu près 94% de ma prod de calendrier de l'Avent. Donc, et on en fait beaucoup. Et c'est un produit qu'on vend à 90 €. Donc ça a une grosse valeur faciale. Et ça, typiquement, comment je fais pour le financer?
Voilà. Sachant qu'on est le 20 septembre, j'ai payé déjà une énorme partie de mon calendrier de la vente. Et ça, moi, je préfère aller vers un outil comme Silver qui va m'aider à me financer vraiment pour cette typologie de produit plutôt que d'aller relever les fonds ou utiliser ma trésor que soit je n'ai pas, soit que j'utilise à faire autre chose, du recrutement, de l'investissement marketing, du média, de l'influence marketing ou autre chose. D'accord, très clair. Je pense que l'exemple du calendrier de l'Avent, il est traumatisant pour nous parce que c'est vraiment hyper complexe. Non, c'est hyper clair. Donc, ce que je comprends bien, c'est qu'aujourd'hui, vous utilisez le financement avec Silver plutôt pour du financement de stock, justement. J'ai l'impression que c'est une vraie problématique pour, alors pas que Merci Andy, mais beaucoup d'e-commerçants. Typiquement, pour une marque comme Merci Andy, comment est-ce qu'on fait pour gérer, alors j'imagine que vous expédiez plusieurs milliers de produits chaque semaine, comment est-ce qu'on fait pour anticiper justement la vente de ce stock-là? Est-ce que toi, tu as un outil d'anticipation de ce stock? En tête, j'ai un exemple hyper clair. Je pense à votre super collaboration que vous avez fait avec Stranger Things, Netflix. Donc, on imagine que cette collaboration-là, elle a permis de faire beaucoup plus de ventes. Comment est-ce que toi, tu as anticipé ces ventes-là? Pour moi, c'est ce qui est le plus dur dans le business, et surtout des business comme les nôtres, où pour créer un produit cosmétique, il faut, allez, on va dire 10 mois si la formule elle est plutôt simple, parce qu'il y a énormément de tests, jusqu'à 1 an et demi si la formule est beaucoup plus complexe. Donc c'est une industrie vraiment difficile. Et aujourd'hui, un réassort, juste un réassort, un produit qu'on a lancé il y a 2 ans et on veut le reproduire, c'est 4 mois. Donc les délais sont longs et les forecasts aussi. Nous, on veut une couverture de stock par produit. On va dire pour nos best-sellers qui tournent beaucoup, on vise entre du 5 et 6 mois. Et on a des produits sur lesquels les minimums de quantité chez nos fournisseurs sont plus gros. On a 8 mois de stock. Donc finalement, ce n'est pas énorme en termes de couverture de stock. Donc ça, c'est aussi de l'argent qui dort. On pourra parler de ce stock, mais l'industrie est faite comme ça. Ta question, c'était sur un Stranger Things et les forecasts. Comment on anticipe exactement les ventes qui vont arriver? Il y a du doigt mouillé, clairement. Il y a ce qu'on pense, il y a le feeling, le gut. Il y a aussi les précédents lancements qu'on a fait. Il y a anticiper avec nos partenaires Sephora. Ils donnent des forecasts. Il ne faut pas hésiter à leur demander, si vous faites de l'activité, de nous aider. Et il y a aussi où est-ce que tu veux mettre le curseur. Nous, Stranger Things, on a préféré vraiment augmenter les quantités parce qu'on savait qu'on avait une grande ambition avec la saison 4 évidemment qui se lançait parce que Netflix allait nous offrir un plan média énorme. Il y a d'autres produits où on est un peu plus on va dire pas pessimiste, mais où on vient mettre plutôt le curseur sur la prudence, et sur d'autres on ouvre les vannes et on produit un petit peu plus. Et il y a plein de choses. Il y a évidemment le délai de réassort, mais il y a aussi est-ce que le produit se conserve? Est-ce que le produit a un scope global ou c'est juste uniquement pour la France? Donc voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en jeu. Hyper clair sur cette question-là. Justement, je reste un petit peu sur la question du stock, justement. Aujourd'hui, est-ce que le RBF, ça t'a permis d'améliorer quelque chose avec tes fournisseurs et d'aller justement sur des dimensions d'achat de stock où tu étais peut-être restreint avant? Peut-être pas, dis-moi. Pour moi, c'est un peu la même chose côté client. Nous, on factorise. Pour ceux qui ne connaissent pas le facteur, c'est assez simple. On livre un client. Normalement, la commande doit être payée à 60 jours. Et il y a quelqu'un qui vient vous financer ces 60 jours. Le RBF, en tout cas notre partenaire avec Silver, ça permet de faire à peu près la même chose avec notre fournisseur. Ça veut dire que nous, on ne va pas aller dans la négociation aujourd'hui le saigner sur les conditions de paiement en lui disant fais-nous 90 jours, surtout qu'on ne travaille pas avec des énormes fabricants. Il y en a qui font plusieurs centaines de millions d'euros de chiffre d'affaires, mais on ne travaille pas avec les énormes qui font des milliards, parce que ça ne fit pas d'un point de vue process industriel, timing et compagnie. Donc c'est quand même des gens qui ont aussi des sujets de trésorerie. Et on ne vient pas, on va dire, on vient pas être dur dans la négociation commerciale sur les conditions de paiement sur nos achats, parce qu'en tête, on sait qu'on a une possibilité de les financer très rapidement. On va venir améliorer, on va venir négocier plutôt le coût, évidemment, la qualité, souvent le timing aussi, ou qui prennent à charge certains tests, certains frais fixes pour avoir le deal. En tout cas, voilà. Nous, c'est les conditions de paiement. Il y a 1 an et demi, je pense que c'était hyper important dans notre développement. Je parle sur les achats. Aujourd'hui, on le met un peu plus bas dans les sujets chauds quand il y a un appel d'offres sur une production. Hyper clair, merci pour ces réponses très précises. Donc on a bien compris que la gestion de ton stock aujourd'hui, c'était un réel levier de croissance.
il y a une partie dont on n'a pas encore parlé maintenant, qui est le levier de croissance que sont les dépenses publicitaires et la création d'une communauté. Moi, j'avais évidemment pas mal de questions à ce sujet-là, mais typiquement chez Silver aujourd'hui, on remarque que nos e-commerçants, par exemple, ils vont vouloir passer d'une tendance de marque globale à une tendance de marque plutôt communautaire, beaucoup plus proche des consommateurs. Alors ça, ils peuvent le faire. Hein. Pourquoi ? Parce que ce sont des marques qui sont... les e-commerçants sont des entreprises qui sont relativement plus petites que des grandes marques et peuvent avoir une communication très agile comme ça. Et dès le démarrage de l'entreprise, ils vont tout de suite chercher à créer un ADN en fait, pour véhiculer une vision, des valeurs et donc fédérer une communauté autour de ces valeurs-là. On pense tout de suite on a plein d'exemples qui nous viennent en tête, mais aujourd'hui, quand vous achetez un produit Nike, vous n'achetez pas un produit textile, mais vous adhérez à la valeur qui est le dépassement de soi. Et donc ça, c'est évidemment important de créer cette communauté sur une base non plus de consommateurs, mais de followers, en fait, que vous allez pouvoir monétiser ensuite. Toi, Louis, alors j'ai fait le tour un peu de tes comptes ce matin. Tu es à plus de 460 000 followers sur Instagram, presque 500 000 sur TikTok. Je ne parle même pas des TikTok aux US, typiquement. Première question très simple, comment est-ce qu'on fait pour créer une communauté de la sorte ? Déjà, il faut aimer le faire. Je pense que c'est pour moi, là on parle du bijou de Merci Andy, c'est nos clients, nos chatons, c'est un peu plus de... on va dire avec nos emails et nos followers, on est à 1,4, 1,5 millions de personnes. C'est vraiment ce qu'on a de plus cher. Moi, demain, j'ai plus ça, je suis perdu. On nous coupe les réseaux sociaux ou nos emails, mais surtout nos réseaux sociaux. Ça devient hyper compliqué pour nous parce que c'est comme ça qu'on sait prendre la parole. Comment on a fait ? On y a mis beaucoup de temps, on y a mis beaucoup d'amour et surtout beaucoup d'authenticité. Je pense que c'est un peu... un mot qui s'est galvanisé ces dernières années, mais c'est hyper important. On est là pour raconter des histoires, mais des histoires qui sont vraies. On essaye sur TikTok, sur Instagram, d'avoir des lignes éditoriales qui soient que ça soit différent, on va dire. Il faut son set de valeurs, c'est hyper important. Nous, on en a 7. Je ne vais pas vous les énumérer ici, mais on en a 7 comme les 7 couleurs de l'arc-en-ciel et on essaye que chacun de nos contenus qu'on vient exprimer sur le réseau reflète ce set de valeurs-là. J'ai un exemple. On a lancé un nouveau compte TikTok parce qu'on avait envie de... on a une grosse base et on avait envie de lui transmettre des messages autres que purement commercial. On a créé un compte qui s'appelle Rainbow Studio sur TikTok, donc c'est 100% TikTok. On invite de la Gen Z, alors les profils sont incroyables, ça met beaucoup de couleurs dans nos bureaux, c'est extraordinaire. Mais on vient, on les interviewe, c'est une safe place, on a des thématiques. En ce moment, on est sur la thématique de l'acné parce qu'on vient de sortir des patchs pour les boutons. Et on interviewe des jeunes qui ont eu leur première règle, qui viennent expliquer les premiers boutons. Et en fait, on vient donner une vague de témoignages d'amour pour aider nos clients à se sentir mieux. Et c'est un compte qui grimpe énormément. On fait entre 5 à 7 millions de vues par mois. Ça nous coûte 0 €, si ce n'est une super équipe avec quelqu'un qu'on a pris en vidéo en interne et un studio photo au bureau. Donc un peu de mètres carrés à Paris. Mais voilà. En fait, on parle souvent de ce passage de marque en média. Donc là, c'est clairement l'idée, si je comprends bien. C'est clairement l'idée. Alors c'est une marque... peut-être que d'autres sont meilleurs que moi dans le jargon marketing, mais c'est un peu une marque ombrelle qui vient. On ne voit pas directement que c'est Merci Andy. Ça se voit dans le fond, dans le texte, dans le wording. Et aujourd'hui, tous ces abonnés qui sont sur ce compte savent que c'est Merci Andy qui crée ce contenu. Mais disons que si un internaute ou quelqu'un sur TikTok se balade, on ne veut pas que l'approche elle soit trop commerciale. On vient par le média et petit à petit, on vient lui raconter notre histoire de Merci Andy. Alors on y vient, c'était la question que j'avais ensuite, justement cette communauté que tu arrives à créer de manière assez rapide finalement. Est-ce que dans un second temps, tu arrives à la monétiser et passer de follower à consommateur ? C'est le plus important. J'ai à côté de mon bureau likes do not pay bills. C'est pas les likes qui payent les factures sur Insta ou sur TikTok. Donc c'est clair que le but c'est pas de rencontrer une communauté. On va dire que pour nous, c'est ce qu'on sait faire dans le haut du funnel marketing classique, c'est-à-dire la notoriété et le recrutement de fans, pas d'acheteurs. Je pense que c'est là où Merci Andy est le meilleur. Et ensuite, c'est comment on vient les transformer en prospects et évidemment en leads. Et là, sur la partie lead,
on est beaucoup sur le retargeting, on est beaucoup sur les ads à ce moment-là, on est beaucoup sur la promo aussi parce que on est une génération Gen Z qui a besoin d'avoir un reward qui n'est pas forcément un discount, mais ça peut être un cadeau, quelque chose en plus. On fait beaucoup d'éditions limitées parce que c'est aussi quelque chose qui recherche un peu dans toute la culture drop qu'il y a autour de la sneakers. Nous, c'est ce qu'on a fait. Là, on vient de lancer justement un drop d'un tanga menstruel avec une marque qui fait des tangas et un haut donc menstruel et avec nos couleurs. Donc voilà, on vient à chaque endroit du funnel créer des choses, enfin sur des canaux différents. Et aujourd'hui, nous, le social media, on le met vraiment en top de notre recrutement. Et est-ce que tu arrives du coup à repérer parmi ces consommateurs ceux qui viennent de l'organique et ceux qui viennent du paid? Et est-ce qu'ils ont des comportements différents? C'est difficile à savoir. C'est la guerre de l'attribution. Je pense qu'ici, je vais à ce stand et à ce stand, tout le monde me donnera des choses différentes en fonction de leur business. Mais oui, le jeu de l'attribution, il est super difficile. Nous, on vient tout mettre à la fin et on fait les comptes, on va dire. Mais c'est sûr qu'aujourd'hui, quelqu'un qui rentre par Rainbow Studio et qui a découvert nos patchs acné et qui va juste acheter une planche de patch à 7 €, c'est pas la même chose que quelqu'un qui nous a découvert chez Sephora via du skincare et qui vient acheter. Parce qu'on a aussi ce recrutement-là qui est le offline. Donc, ils ont des comportements différents, c'est clair. Mais c'est très difficile pour nous aujourd'hui d'attribuer des comportements en fonction des plateformes. Ouais, parce qu'on a tout de suite envie d'attribuer le fait qu'un acheteur qui vient de l'organique, peut-être qu'il aurait une meilleure récurrence parce qu'il adhère d'abord aux valeurs de la marque plutôt que d'adhérer à un simple produit en fait. Alors je pense, mais en même temps, moi la base, et c'est pas l'objet d'aujourd'hui, mais la base d'une boîte, ça reste son produit. Et nous, on fait tout ça pour convaincre les gens d'acheter une fois. Ça veut dire, si tu achètes une fois Merci Andy, on est persuadé que X%, ce chiffre, donc la rétention, le returning customer, là, c'est en haut à droite dans Shopify, c'est la data pour moi la plus importante, c'est cette proportion-là. Ensuite, c'est le produit qui doit parler, et je pense que c'est le produit à 90% qui fera que les gens rachètent votre marque. Évidemment, il y a le CRM, évidemment, il y a la relation client, il y a le SAV, c'est hyper important. Mais quelqu'un qui achète une première fois une marque qui est satisfait par le bénéfice produit, la valeur et évidemment le prix de ce produit-là, il n'y a pas de raison qu'il ne rachète pas. En tout cas, si on fait bien notre travail. Hyper clair. D'ailleurs, je te confirme que chez Silver, le returning customer, c'est l'un des critères clés qu'on vient regarder lors de l'évaluation du. Et c'est comme. Donc, ça, c'est sur la partie business. Mais moi, la vraie data que je regarde de plus en social media, là, on a parlé de 1 million de personnes qui nous suivent, c'est génial. Mais pour moi, c'est vanity metric, ça ne veut rien dire. La réalité, c'est quoi vos impressions organiques. Et une fois que vous imprimez sur les réseaux sociaux, c'est combien de personnes interagissent avec. Et moi, le taux d'engagement que je regarde le plus, c'est le taux d'engagement on reach. Ça veut dire sur 100 personnes qui regardent, et ça dépend uniquement de l'algo, évidemment, et de la performance de votre post. Mais sur 100 personnes qui tombent sur ce post, combien vont interagir avec? Et moi, c'est vraiment la data que je regarde le plus. Nous, en l'occurrence, c'est 32. Donc, sur 100 personnes qui voient un post Merci Andy, on a soit un cœur, soit un like, soit un partage, soit un collection. Il y a un moment, on était à 40, il y a un moment, on est redescendu à 25. Parce que le reach tout court, enfin l'engagement tout court sur notre base de 500 000 personnes, on est tellement dépendant des algos et d'autres choses. Donc c'est difficile, on le regarde aussi, mais après. Et est-ce que tu observes des changements de tendance justement au niveau de l'engagement sur des plateformes comme Instagram ou TikTok? Est-ce qu'il y a une partie de tes followers qui vont être plus engagés sur TikTok que sur Instagram? Non, mais on est des petits moutons, tous. Il y a un mois, Instagram disait qu'ils allaient faire que des Reels pour faire TikTok. Donc toutes les marques on a tous fait des Reels à tout va. Puis finalement, il y a une semaine, ils ont annoncé qu'ils allaient faire machine arrière. Donc on a tous refait de la photo. Donc je pense qu'on est un peu dépendant, on est des petits moutons de tout ça. Je pense que ce qui est important, c'est de rester authentique à qui on est. Et continuer de faire là où on est bon et pas essayer d'être quelqu'un d'autre. Nous, quand on a voulu faire des contenus qui étaient trop léchés, comme fait Estée Lauder, ça n'a jamais marché. Quand on a voulu faire de l'influence marketing comme d'autres marques à base de télé-réalité, ça n'a jamais marché. Parce qu'on n'en a jamais fait et que ça ne marche pas avec nous. Donc, rester authentique. Et pour moi, c'est un critère méga important. Hyper clair. Merci beaucoup pour toutes ces astuces en fait, sur la création d'une communauté. Le temps file un petit peu, mais j'ai un sujet que j'aimerais aborder avec toi aujourd'hui.
quand on est Merci Andy et qu'on atteint une maturité assez importante sur le marché français, quelles sont nos autres options pour continuer de croître? Alors, ma question, évidemment, je la pose parce que je sais que vous vous êtes lancé aux États-Unis et j'aimerais un petit peu que tu nous racontes comment est-ce qu'on se lance aux États-Unis. Quelles sont les premières barrières que tu as rencontrées là-bas, par exemple? Alors, déjà, on se plante aux États-Unis avant de se lancer. Forcément, il y a forcément une histoire de plantade dans l'histoire. Mais nous, l'histoire de Merci Andy, c'est que été 2019, moi, je fais une petite pause en vacances. Je réfléchis et toujours, je prends ce moment-là de recul pour regarder un peu des choses qu'on n'a pas le temps de réfléchir l'année. Et je me rends compte que sur notre site européen, on a pas mal de commandes qui viennent des États-Unis où des gens étaient prêts à payer des 10, 20, 30 dollars pour un panier moyen. À 30 dollars, ils payaient la même chose en shipping. Ok. Je regarde un peu, je m'étais fait une box sur Gmail où je mettais tous mes flux, toutes nos demandes US de retailers, de partenaires, de presse, d'influenceurs, je les mettais là et je crois que j'avais 150 messages. Et je me suis dit, allez, let's go, c'est le moment. Et il nous restait de l'argent de notre levée de fonds, qui était prévu pour ça d'ailleurs. J'y suis allé, j'ai eu un visa de 5 ans. J'y suis allé de septembre à décembre 2019. On a fait 300 000 $, voilà, avec quelques produits vraiment en test and learn. Moi, je me suis retrouvé tout seul dans un coworking à New York. L'expérience a été géniale alors qu'on avait une grosse équipe à Paris. Et ça a très vite pris. Et là, boum, février 2020, Covid. Donc, très belle histoire en 2020 aussi. On a été énormément sollicité. Rupture de stock pendant 5 mois aux États-Unis. Ça nous a permis d'ouvrir beaucoup de partenaires, peut-être trop. On a dit oui à tout le monde, avec des problèmes de supply chain derrière. Donc, on a déçu, on va dire, je pense, beaucoup de retailers qui attendaient de nous qu'on soit capable de délivrer tous ces volumes-là. Aujourd'hui, c'est un de mes regrets. J'ai 2 retailers qu'on a ouverts qu'on n'aurait pas dû, qui sont très très gros d'ailleurs. Mais tout va bien, on reprend le fil avec eux. Mais en fait, moi, mon expérience, c'est la première fois qu'on faisait une filiale. L'export, on le faisait soit en direct depuis la France, soit via des distributeurs. Là, on a créé une autre société, on avait une structure avec un autre entrepôt. Et ce qui s'est passé, c'est que notre BFR, il a explosé. On stockait en France, on shippait aux US, on stockait aux US, on shippait à soit au B2C, donc aux consumers, soit on shippait à Ulta ou à Nordstrom ou à Urban Outfitters. Et donc voilà, mais donc en fait, le moment, il y a vraiment, et j'ai une commande, c'était une commande de 300 000 crèmes main. Je crois qu'il s'est passé 7 mois et c'était beaucoup d'argent. On ne fait pas des crèmes main à 10 centimes, donc ça représentait beaucoup d'argent. Entre le moment où on a payé notre fournisseur et on a été payé par notre client, il s'est passé 7 mois. Et moi, je ne m'en rendais pas compte parce que j'avais du cash à ce moment-là et c'était 300 000, ça représentait des centaines de milliers d'euros pour le coup. Aujourd'hui, c'est plus possible pour nous de faire ça. Donc, on a revu notre structure US, dans notre manière de faire, de forecaster. Et là, aujourd'hui, on interroge Silver sur d'autres projets aux États-Unis où on parle avec des encore plus gros, très très gros, où on n'a pas les sous pour faire la commande de placement de ce retailer-là. Donc il faudra qu'on se la fasse financer. Il y aura certainement un peu d'equity aussi, mais du revenu base financing pourra nous aider aussi. Je comprends. Finalement, tu as dû refuser des retailers parce qu'ils étaient trop gros pour une question de BFR. Et donc, en fait, un financement Silver à ce moment-là aurait permis peut-être d'avancer en fait ce stock et clairement. BFR, quoi. Là, j'ai ce retailer. J'ai un autre sujet, c'est du one shot pour le coup, mais avec une box, un peu comme Birchbox en France ou Blissim pour ceux qui connaissent la beauté. Ça s'appelle Ipsy. Ils ont 3,5 millions d'abonnés. Tous les mois, ils leur envoient des produits de beauté. Et il y a un de nos produits qui leur tape dans l'œil. Ils n'en veulent pas 3,5, mais ils en veulent presque 1 million. Bon, voilà. Et en fait, entre le moment où moi, je vais voir mon fournisseur français, je vais lui dire, il faut que tu me fasses 1 million de ça. Même lui, il n'a pas le cash pour acheter. En tout cas, il ne les avancera pas. Mais voilà, donc ça aussi, c'est des sujets de financement. Donc moi, mon choix, il est de trouver un partenaire financier qui peut m'aider à faire ça, réduire la taille du deal, why not, ou pas de deal. Mais c'est quand même dommage parce qu'on est là pour grandir et croître. Très très clair. Dernière question sur la partie US. Aujourd'hui, par rapport à la France, c'est quoi tes leviers de croissance aux US? Est-ce qu'on va être plutôt sur du paid ou sur de l'organique? Est-ce que c'est différent? On fait 0 paid aux US parce que c'est une autre manière de faire et nos équipes n'ont pas le temps et on fait 0 paid aux US, donc c'est que de l'organique.
on a une grosse traction sur Amazon, donc ça c'est chouette, avec des gens qui recommandent, des avis qui arrivent et tout, mais sans paid. Donc ça c'est pour la partie, on va dire, e-commerce et direct to consumer. Et sur la partie B2B, c'est les relations qu'on a construites. Il y a des produits où on s'est planté parce que mauvais pricing ou ça ne fitait pas avec le marché. Et d'ailleurs, c'est souvent ce qui marche le moins bien en Europe, c'est qui marche le mieux aux US. Typiquement, là, on est en rupture de stock sur notre déodorant, ça nous angoisse aux US. On a des commandes passées, on dit non, c'est super frustrant. Notre déodorant marche très bien en Europe aussi, donc, mais ce n'était pas celui-ci dont je parlais. Mais voilà, donc il y a une partie D2C, mais beaucoup portée par Amazon, parce que sur notre Shopify US, c'est 100% de l'organique et ça vient que de notre social media. Ok, hyper clair. Merci pour toutes ces explications sur le lancement aux US, qui est évidemment un enjeu clé pour les e-commerçants qu'on accompagne aussi aujourd'hui. Moi, j'avais une question simple aussi. Donc, on a bien compris comment faire de la croissance, quels sont les leviers sur lesquels il faut tirer pour faire de la croissance, comment la financer aussi, cette croissance. Est-ce qu'avec le financement avec Silver aujourd'hui, tu as rencontré des avantages en fait, qui étaient insoupçonnés au démarrage? Est-ce que ça t'a permis de faire des choses que ni toi ni nous savions que c'était possible? Alors, je pense qu'on a déjà amélioré notre taux de service. Notre taux de service, donc, en B2C et en B2B, c'est en gros sur 100 commandes que vous avez, combien vous pouvez livrer. En 2020, ça c'était pour des problèmes, on va dire, de shortage. Je crois qu'on était à 60%, donc c'est catastrophique. Par exemple, Monoprix accepte 98%. En dessous, on paye des pénalités. Donc nous, notre moyenne boîte, c'était ça. Maintenant, c'était une année exceptionnelle. Voilà. L'année dernière, on est remonté à 70, 72. Et là, cette année, on va dépasser les 95. Donc on a réussi à améliorer notre stock, notre manière d'être beaucoup plus réactif auprès de nos partenaires B2B et B2C aussi. En 2020, nous, on avait des commandes en e-commerce qu'on n'était pas capable de fulfill. On s'en rendait compte a posteriori. Il y avait des problèmes de supply, il y avait des problèmes de stock, de logisticiens. On a changé tout ça. On a un super CEO maintenant qui nous aide à faire tout ça au carré. Mais le taux de service, c'est quand même dans nos métiers quelque chose d'ultra important. Et évidemment, ça nous sert à piloter au mieux notre stock, parce que l'idée, c'est pas d'avoir 100% de taux de service et avoir de l'argent qui dort, parce qu'il faut quand même que cet argent il tourne et qu'il serve. Donc, on va dire, c'est le combiné entre taux de service et position de stock qui est aujourd'hui très saine chez nous. Très très clair. En fait, finalement, ça va de pair avec l'amélioration du BFR aujourd'hui. Et in fine, l'amélioration du BFR. Ok, hyper clair, hyper intéressant. Donc en fait, on assainit la relation avec les fournisseurs, on gère mieux son stock et on améliore aussi son BFR indirectement avec le meilleur taux de service. Hyper clair, Louis, merci pour la présentation.